suivante. Nous allons assister à une soutenance de doctorat de M. Nassim Kernou en vue d'obtention de diplôme docteur en sciences dans la spécialité génie civil, option matériaux structures. Le thème de la soutenance est la fiabilité et indice de sécurité des structures en béton armé hors du domaine linéaire. Donc cette soutenance sera devant le jury composé de professeur Bouafia Youssef, qui est directeur de thèse de l'université de Tizi Ouzou, et de professeur Tahakout Abdelkader, qui est professeur à l'université de Béjaïa, qui est examinateur. Monsieur Qadir Mohamed, qui est professeur à l'université de Boumerdès, qui est aussi examinateur. Et notre invité est retraité, M. Mehdi Khaled, et dont la présidence est assurée par moi-même, qui est enseignant à l'université de Béjaïa. Donc, M. Kernou, vous avez 30 minutes pour exposer votre travail. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie très chaleureusement de m'avoir fait présenter, de participer aujourd'hui à ma soutenance. Je vais vous présenter les résultats et l'essentiel de ma thèse intitulée Fiabilité et indice de sécurité des structures en béton armé hors du domaine linéaire. Dans cette présentation, je vais de base concernant les méthodes fiabilistes. Il s'agit par la suite de présenter le dialogue ou bien la communication entre les codes de calcul éléments finis et les méthodes fiabilistes. Ce dialogue constitue ce que l'on appelle le couplage mécano-fiabiliste. Je me focaliserai dans la quatrième partie dans le développement de la méthode proposée, surface de réponse adaptative par crigeage avec l'ajout de points pilotes. Une fois que les éléments nécessaires à la méthode proposée seront présentés, il s'agit de montrer dans la cinquième partie l'efficacité et la robustesse de cette dernière en l'appliquant sur des structures plus ou moins complexes à comportement non linéaire. Je finirai entre autres par des conclusions et perspectives. Les méthodes traditionnelles de dimensionnement qui s'appuient généralement sur l'utilisation des coefficients et indices de sécurité permettent d'assurer la pérennité de la structure afin de couvrir les incertitudes inhérentes. Néanmoins, ces méthodes conduisent dans la plupart des temps à un dimensionnement injustifié. Par la suite viennent les méthodes déterministes qui permettent à l'ingénieur d'effectuer de simples applications et d'assurer heureusement des solutions plus ou moins satisfaisantes du point de vue de la sécurité. Néanmoins, elles ne permettent pas de connaître la véritable marge de sécurité et l'influence des différents paramètres sur la fiabilité. Face à l'inconvénient majeur de ces méthodes, les méthodes fiabilistes sont envisagées dans cette thèse afin de décrire les incertitudes dans un cadre bien adapté et d'étudier leur influence. Dans la majorité des cas, dans les codes de calcul éléments finis, les différents paramètres sont difficilement mesurables ou bien intrinsèquement variables d'un système à un autre. À cet effet, pour ce faire, la mécanique probabiliste a développé un arsenal de méthodes, ces méthodes qu'on nous appelle le couplage mécano-fiabiliste, qui est néanmoins, ces méthodes de couplage présentent certains inconvénients, à savoir le temps de calcul prohibitif lors de la prise en compte du comportement non linéaire, manque d'informations essentielles pour un dimensionnement optimal de la structure vis-à-vis de sa fiabilité, qui est due généralement à la nature incertaine des variables, absence d'efficacité et de souplesse des méthodes fiabilistes au-delà des cas académiques, et un problème lié à l'erreur d'approximation des surfaces de réponse. La présente thèse a pour objectif de économiser le temps de calcul et l'analyse avec succès des problèmes complexes, prise en compte des incertitudes dans la modélisation mécanique des structures pour l'évaluation optimale et robuste de leur fiabilité, mettre en œuvre une méthode qui demande un minimum d'appel au calcul mécanique tout en garantissant la robustesse des résultats visés,
C'est dans ces objectifs que cette thèse est réalisée. Il s'agit de proposer une méthode souple, efficace et précise. Souple, c'est-à-dire pour permettre son application à différents cas de structure et plus spécialement les structures à comportement complexe, avec la prise en compte des non-linéarités, précise en assurant l'exactitude des résultats et efficace en termes de gain de temps de calcul par rapport aux autres méthodes. Parmi les méthodes introduites dont le seul but d'estimer la probabilité de défaillance avec un temps largement réduit, ce sont les méthodes d'approximation forme et SORM, souvent dénommées dans la littérature les méthodes fiabilistes. L'indice de fiabilité n'est que la distance entre l'origine du repère et un point de la surface d'état limite. L'indice de fiabilité revient à résoudre un problème d'optimisation. Généralement, l'algorithme le plus utilisé pour résoudre les problèmes d'optimisation sous contrainte est l'algorithme de Hazofer-Lind-Rashwitz-Fissler, qui se décompose en 3 parties essentielles, à savoir, la première partie est une transformation isoprobabiliste, c'est-à-dire transformation de l'espace des variables de l'espace physique xi à l'espace des variables de l'espace normé ue. Détermination du point de défaillance le plus probable en utilisant un algorithme d'optimisation, approximation de la surface d'état limite par un hyperplan tangente au point de conception dans le cas des méthodes formes et par une surface quadratique dans le cas de la méthode SORM. La probabilité de défaillance est égale à phi moins bêta, avec phi est une fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. La méthode de simulation de Monte-Carlo, qui est la méthode la plus coûteuse, mais certainement la plus sûre de point de vue calcul de la probabilité de défaillance. Elle est basée sur la loi des grands nombres. Elle consiste à réaliser un grand nombre de tirages aléatoires, calculer pour chaque tirage la réponse de la fonction d'état limite, exécuter par la suite un traitement statistique des données pour en déduire la probabilité de défaillance en utilisant l'expression suivante. F est égal à l'intégrale de I de x, f x de x, avec I de x est une fonction indicatrice. La méthode de simulation de Monte-Carlo a été retenue dans notre étude pour confronter les résultats par rapport à l'approche proposée. Parce que sa mise en œuvre nécessite peu de préparation préalable, elle est facilement transposable à différents cas, elle s'intègre bien dans une chaîne de calcul automatisée. Néanmoins, cette méthode nécessite un grand nombre de tirages aléatoires, de l'ordre de 10 puissance n plus 2 à n plus 3 pour avoir une probabilité objective de 10 puissance moins 1. Donc le problème qui se pose pour les méthodes de simulation de Monte-Carlo, c'est-à-dire notre but est de diminuer le temps de calcul plutôt que le temps de préparation. L'approche probabiliste nécessite ou bien requiert une coopération, c'est-à-dire une collaboration entre différents acteurs. L'expert en fiabiliste analyse et décrit les modes de défaillance. Le mécanicien propose un modèle mécanique pour évaluer l'événement défini. Le statisticien analyse et décrit les données. Enfin, le probabiliste propose une méthode d'évaluation pour transférer les incertitudes. Ce schéma n'est pas une suite logique d'actions, mais juste une étude de collaboration entre les différentes disciplines. Notre travail de thèse s'inscrit dans la 4e phase, c'est-à-dire il s'agit de proposer une méthode d'évaluation pour déterminer la probabilité de défaillance associée à un scénario défini. On dit qu'un couplage mécano-fiabiliste est efficace lorsque ce dernier prend en considération le comportement complexe des structures avec un nombre important de variables aléatoires. Pour des applications de dimension industrielle et structurelle, ceci est réalisable seulement en utilisant une fonction de performance implicite des variables aléatoires. Donc, le couplage mécano-fiabiliste doit suivre les 2 voies d'amélioration suivantes. Minimiser le nombre d'appels au modèle mécanique et améliorer la convergence des algorithmes. Donc, l'objectif majeur est d'obtenir un maximum d'informations à partir d'un minimum d'évaluation du modèle mécanique. Pour ce qui est des méthodes de couplage mécano-fiabiliste, elle utilise généralement les méthodes de substitution de l'état limite et de l'apprentissage statistique. Donc, je vais commencer à présenter quelques exemples d'applications sur le couplage mécano-fiabiliste. L'exemple 1 est une poutre encastrée à une extrémité
libre de l'autre côté, un comportement non linéaire. La fonction d'état limite de cette structure est déterminée en utilisant les lois de la résistance des matériaux et le principe de base de la fiabilité dont la fonction d'état limite est égale à R moins S, résistance moins la sollicitation. D'où la forme finale de cette fonction d'état limite est donnée comme suit. En reportant E, sa valeur L et B, la formule finale de la fonction d'état limite est donnée comme suit. Les caractéristiques des variables aléatoires, ou bien le modèle probabiliste de la structure est donné dans le tableau suivant. Les résultats fiabilistes de cette poutre encastrée sont donnés dans le tableau suivant. Le résultat théorique du calcul analytique est confronté avec différentes méthodes, à savoir la méthode forme, simulation de Monte Carlo, méthode de surface de réponse classique et couplage indirect entre méthode de surface écrit en langage de MATLAB et le code de calcul élément fini en 6. Après lecture des résultats obtenus, nous constatons que les valeurs des indices de fiabilité obtenus par les différentes méthodes sont très rapprochées les uns des autres. L'exemple 2 est une structure existante à comportement non linéaire. C'est un bâtiment R+5 contreventé par portique. Il s'agit d'étudier la fiabilité de cette structure avant et après avoir proposé une solution de renforcement par l'ajout de voiles de La fonction d'état limite est définie comme suit. J de FC, FY. FC et FY sont des variables aléatoires. FC, c'est la résistance à la compression de béton. FY est la limite d'élasticité de l'acier. Est égal à delta critique, qui est le déplacement interétage divisé par R, qui est le coefficient de comportement de la structure. Le delta FC, FY est une fonction de réponse obtenue par régression quadratique des résultats de simulation élément fini. On a utilisé la méthode Poch-Over. Les déplacements interétages sont évalués en fonction des variables aléatoires, comme suit. Après analyse et étude, les résultats sont obtenus dans les deux graphes suivants. À partir de ces deux figures, nous constatons une très bonne approximation des surfaces de réponse polynomiales dans les deux cas. Les paramètres du modèle sont donnés dans le tableau suivant, à savoir le coefficient d'ajustement, le coefficient de régression et le coefficient de régression ajusté. Sur la base de ces résultats, on constate que ces deux coefficients sont très proches de 1, d'où une erreur de prédiction minime. Ce résultat est confirmé et parfaitement confirmé par les deux figures suivantes, dont on voit très bien que l'erreur de prédiction est dans l'ordre de 10 puissance moins 7 à 10 puissance moins 8. Les résultats de l'étude fiabiliste de la structure existante sont donnés dans le tableau suivant. Nous constatons que l'indice de fiabilité obtenu par la méthode SORM et simulation de Monte Carlo sont très rapprochés les uns des autres. Par contre, la méthode forme est assez similaire. Cela est dû certainement que la méthode forme converge vers un faux point de conception. Nous constatons aussi que les probabilités de défaillance obtenues de la structure après avoir proposé une solution de renforcement sont de l'ordre de 10 puissance moins 4 et 10 puissance moins 3, ce qui signifie que la fiabilité de la structure a été améliorée suite à la proposition de l'ajout de voiles de contreventement. Un modèle de bonne qualité en termes d'ajustement n'est pas forcément un bon prédicteur. Par exemple, les modèles saturés, ce sont les modèles qui ont autant de termes que d'expérimentation. Ajustent parfaitement la réponse, mais sont en général de très mauvais prédicteurs. À cet effet, on est obligé d'introduire un autre indice qui permet de prédire notre modèle, qui est l'indice de qualité prédictive Q au carré. D'où le développement d'une nouvelle méthodologie qui permet la prédiction est indispensable. L'usage des méthodes fiabilistes n'est pas toujours satisfaisant. Deux contraintes nous guident à l'amélioration des approches probabilistes. Les approches probabilistes doivent être suffisamment précises et doivent présenter un gain en termes de temps de calcul. L'approche par surface de réponse possède un certain nombre de limites. La première limite est que la fonction de performance étudiée doit être suffisamment régulière pour pouvoir être rapprochée. Et lors des études fiabilistes, le nombre de variables aléatoires est limité. À cet effet, le développement d'une nouvelle technique permettant le gain de temps de calcul avec la prise en compte d'un nombre important de variables aléatoires est d'actualité. L'approche que nous proposons est une extension des surfaces de réponse classiques qui consiste à l'emploi couplé de la technique de régression et la technique de crégeage.
Je commence maintenant à présenter les outils théoriques de base pour le développement de la méthode proposée. Premièrement, la notion de méthode de surface de réponse adaptative qui se décompose aux étapes suivantes. Premièrement, au niveau de l'étape 1, formation d'un échantillon initial à partir d'un plan d'expérience, construction de la surface de réponse, recherche de la zone de défaillance à partir de la surface de réponse, enrichissement de l'échantillon proche de l'état limite estimé, mise à jour de la surface de réponse et répétition des étapes 3 et 5 jusqu'à satisfaire le critère de convergence. Une interpolation à l'aide d'une fonction polynomiale de degré 1 ou 2 n'est pas toujours satisfaisant. À cet effet, il est nécessaire d'ajouter un terme correctif à la portée polynomiale, ce dernier qui est une réalisation d'un processus stochastique. D'où notre modèle et la combinaison d'un modèle de régression quadratique et d'une réalisation d'un processus stochastique. L'estimation de ce dernier terme est obtenue grâce à la méthode de crégeage. Le crégeage est construit à l'aide de la boîte à outils d'ICE. La figure suivante montre que notre modèle, que le modèle composite adaptatif interpole très parfaitement les données. Le plan d'expérience classique, à savoir par exemple les plans d'expérience composites centrés, leur point se trouve au bord du domaine expérimental, il ne permet pas de déterminer les différentes irrégularités de la surface de réponse. Donc les plans qui sont généralement utilisés en crégeage, ce sont les plans hypercubes latins. Elles consistent, c'est-à-dire chaque arête est divisée en n segments de même longueur de façon à obtenir un maillage du domaine. Ce plan présente plusieurs avantages, à savoir qu'il permet de gagner en précision par rapport au tirage aléatoire. Il permet d'estimer aussi la moyenne, la variance et la fonction de la distribution de leurs réponses. Elle permet d'assurer une bonne répartition spatiale des points du plan. Elle permet de diminuer le temps de calcul, de l'optimisation. Elle permet aussi d'avoir un plan optimal pour le modèle. Donc le crégeage est une méthode géostatistique de prédiction spatiale permettant de minimiser le carré de l'erreur moyenne. Le crégeage consiste à déterminer les points attribués lambda e pour estimer la valeur de la fonction en tout point x0 en interpolant les données zxe déjà observées. Le prédicteur de crégeage de la réponse, qui est le résidu z en un point x0 pour lequel aucune simulation n'a été réalisée, est une fonction linéaire de n observations zxe au point du plan xe. Dans notre approche de modélisation adaptative, nous proposons d'estimer la réponse par un prédicteur composite de la forme suivante. Avec x, c'est la matrice de notre modèle au point du plan d'expérience. XA représente la régression associée à l'échantillon. A, c'est les coefficients des polynômes de la régression. C, grand C, en majuscule, c'est la matrice de covariance de notre modèle. Cx0, c'est le vecteur de covariance entre le point x0 et les points du plan de l'expérience. Les différents paramètres de notre modèle sont A, les coefficients de polynômes qui permettent de décrire la tendance moyenne, la variance du processus sigma y au carré et le paramètre de corrélation θ qui est déterminé en utilisant la technique de maximum de vraisemblance. Afin de construire un interpolateur de meilleure prédictivité, nous proposons d'utiliser une approche innovante d'ajout d'informations fictives, qui est la technique de point pilote. Ces points sont considérés comme étant des données, bien qu'une simulation n'a été réalisée. Donc nous optons pour l'utilisation de cette approche pour le développement de ce dernier, afin de contribuer pour la réduction des incertitudes sur le modèle d'approximation et dans le but d'augmenter la prédictivité de l'approximation courante. Le principe de cette technique de point pilote consiste à ajouter au n point du plan hypercube latin pour lequel les valeurs des réponses sont y, yn, yn, obtenues en utilisant la méthode élément fini, un nombre np point pilote dont les valeurs sont ypp est égal à y1pp, yn, sont des réponses inconnues.
L'emplacement des points pilotes est effectué d'une manière empirique. Le point pilote est placé tous les demi-longueurs de corrélation. Afin de s'assurer que les points pilotes sont situés du côté de la surface de défaillance par rapport au point de conception, nous proposons d'utiliser la formule d'une Guyane avec une légère modification. Cette modification concerne la distance de corrélation de base et les endroits où on a une valeur importante estimée des gradients. Donc la formule que j'ai utilisée est donnée comme suit. Avec HU bar est une fonction équivalente de la surface de réponse dans l'espace standardisé. Pour estimer les valeurs fictives de la réponse au point pilote, on doit déterminer d'abord l'indice de qualité prédictive Q au carré, car les valeurs fictives sont en fonction de cet indice. Pour la détermination de cet indice, on doit suivre le cheminement suivant. Le calcul des résidus de prédiction dans chacun des points du plan hypercube latin va permettre le calcul de la prédictivité de l'approximation. La somme carrée des erreurs de prédiction, ou bien le coefficient de Pérez, ou bien le coefficient de prédictivité est donné par la formule suivante. Puisque notre démarche est en deux phases, partie régression et partie crigeage, donc l'ajustement d'un modèle de régression et un modèle de crigeage doit être réalisé. Le résidu de prédiction à n'importe quel point de notre plan est donné par la formule suivante. Le calcul du premier terme est comme suit. Le deuxième terme est donné par la formule suivante, d'où la formule finale du coefficient Pérez, ou bien le coefficient de prédictivité, est donné comme suit. L'indice de qualité prédictive Q au carré est lié au coefficient Pérez par la formule suivante. En remplaçant l'expression précédente du coefficient Pérez dans la formule du Q au carré, on obtient la formule suivante de l'indice de qualité Q au carré qui nous permet d'avoir la prédictivité du Q au carré de notre modèle. En effet, maximiser la prédictivité de l'approximation est équivalent à maximiser l'indice de qualité prédictive, c'est-à-dire réduction des erreurs de prédiction. Dans ce contexte, nous attribuons pour les réponses Y et PP au niveau des points X et PP la valeur de la réponse qui maximise le Q au carré. Cette formule nous permet de déterminer la réponse des valeurs fictives à n'importe quel point. Notre modèle, bien notre démarche, s'appuie sur la vérification de deux tests de convergence. Le test de convergence de la région est assuré lorsque l'écart successif entre deux valeurs, deux indices de fiabilité et le produit entre deux points de conception est inférieur aux valeurs les tolérances de convergence epsilon B et epsilon P. Ces valeurs sont dans l'ordre de 10 puissance de 10 puissance moins 4 à 10 puissance moins 6 selon le modèle probabiliste. Le deuxième test de convergence est le test de convergence de la surface de réponse qui est lié directement à la qualité de la surface de réponse. En effet, notre modèle est d'autant plus prédictif lorsque ce coefficient est très très proche de 1. La figure suivante nous permet de dire que l'approximation avec point pilote et point réel est plus précise en termes de prédictivité que celle obtenue sans point pilote. Maintenant, je vais vous présenter l'algorithme de construction de la surface de réponse en utilisant la technique de régression et la technique de crigeage. Tout d'abord, il s'agit de faire d'abord le choix sur les valeurs de départ des variables aléatoires, centrage sur les valeurs moyennes, type de loi de distribution pour chaque variable. Dans la première phase et comme première étape, il s'agit de construire la surface de réponse quadratique à partir d'un plan d'expérience numérique. Le plan utilisé dans notre modèle est le plan composite centré. Dans les points de ce plan sont les données de calcul éléments finis. Ce plan, il comprend 2 à la puissance n plus 2n plus 1, avec n et le nombre de variables aléatoires. Une fois que la surface de réponse est construite, on procède à la recherche
de la zone de défaillance à partir de la surface de réponse et du point de conception, dans le but de faire une première estimation de l'indice de fiabilité bêta et la détermination de l'échantillon proche de l'état limite estimé. Voilà la première phase de notre algorithme. La deuxième phase, il s'agit d'utiliser les données précédentes, bien l'échantillon précédent est utilisé pour la construction du plan hypercube latin. Le cœur de notre algorithme est l'enrichissement de l'échantillon par l'ajout de points pilotes. Une fois que la surface de réponse est construite, on procède à l'emploi couplé de la technique de régression et de crigeage pour construire une nouvelle surface de réponse. Une fois que cette dernière est construite, on procède au calcul du deuxième indice de fiabilité et de l'indice de qualité prédictive Q au carré. Ces deux indices nous permettent d'effectuer les deux tests de convergence de la région et de la surface de réponse et par conséquent le test de la prédictivité dans notre modèle. Dans le cas où la prédictivité est bonne, on arrête le processus itératif. Dans le cas où la prédictivité est mauvaise, on revient au cœur de notre algorithme en ajoutant d'autres points pilotes jusqu'à satisfaire le test de prédictivité. Je passe directement à la validation et la confrontation des résultats de la méthode proposée en utilisant des exemples issus de la littérature. L'exemple 1 est un pont entré dans le modèle élément fini et donné comme suit. Le système contient des variables aléatoires. Le modèle probabiliste est donné dans le tableau suivant. La fonction d'état limite de notre structure est 0,12 moins v de x avec v de x et le déplacement vertical au centre du pont entrier. Les résultats fiabilistes sont donnés dans le tableau et la figure suivante. À partir de la figure, nous constatons la bonne convergence de l'approche proposée par rapport aux deux autres méthodes, double boucle forme et la méthode de crigeage, son point pilote. Nous constatons aussi que l'indice de fiabilité est assez similaire par rapport aux deux autres méthodes. Quant au nombre d'appels à la fonction d'état limite, il est nettement inférieur par rapport aux deux autres méthodes, presque de moitié. La prédictivité de notre modèle est excellente grâce aux coefficients Q au carré qui est presque égal à 1. La figure suivante permet de nous montrer l'évolution du nombre de points pilotes en fonction de l'indice de prédictivité Q au carré. Nous constatons que plus le nombre de points pilotes est important, l'indice de prédictivité se rapproche de 1, d'où l'importance de l'ajout de ces points dans la prédiction de notre modèle. La deuxième figure aussi montre l'évolution du nombre de points pilotes en fonction du nombre d'appels à la fonction d'état limite. Plus le nombre de points pilotes est important, le nombre d'appels à la fonction d'état limite H diminue, d'où l'importance de ces points pilotes dans le gain de temps de calcul. Donc, afin de montrer l'efficacité et la robustesse de l'approche proposée, nous optons pour un exemple d'un portique de 3 travées avec 5 étages. Ce problème contient 21 variables aléatoires. La fonction d'état limite de la structure est donnée comme suit, avec delta x et le déplacement horizontal de la structure à l'extrémité droite. Les résultats fiabilistes sont donnés dans le tableau suivant. La valeur de l'indice de fiabilité de l'approche proposée est assez proche par rapport à la méthode de crigeage proposée par Caïmas. La valeur de la fonction d'état limite au point moyen est presque égale à la surface de réponse à double pondération proposée par Nguyen. Quant au nombre d'appels à la fonction d'état limite est nettement inférieur par rapport aux autres approches. La qualité de la surface de réponse est excellente grâce à l'indice de prédictivité Q au carré. L'exemple 3 est une fonction analytique à 2 dimensions. Cet exemple qui a été traité dans la littérature par différents auteurs, à savoir Caïmas, Duprat et Nguyen, nous constatons que les valeurs de l'indice de fiabilité est en parfaite adéquation avec les différentes méthodes. La figure suivante nous permet de montrer que notre approche est une méthode d'interpolation exacte grâce à l'ajout de ces points pilotes qui est en vert.
L'exemple A4, le dernier exemple, est une fonction analytique fortement non linéaire. Les valeurs des indices de fiabilité et des points U étoile 1, U étoile 2 sont en parfaite concordance entre les deux. Quant au nombre d'appels à la fonction d'état limite est nettement inférieur, l'indice de qualité Q au carré aussi se rapproche de 1. Néanmoins, l'exactitude de ce résultat est fortement dépendante des paramètres de notre modèle, et plus spécialement des paramètres de Krejcik, à savoir le paramètre de corrélation θ et le type de la fonction, le type de la loi de distribution. L'impact de ces paramètres sera étudié directement dans la section suivante. Premièrement, le paramètre de corrélation θ est utilisé en utilisant la technique de maximum de vraisemblance. L'idée fondamentale de l'estimation par maximum vraisemblance consiste à trouver un échantillon tel que de trouver la vraisemblance de trouver l'échantillon que nous utilisons soit maximisée. À partir de la figure suivante, nous constatons que, en donnant du même poids aux points expérimentaux et aux points pilotes, nous constatons pour une valeur de θ est égale à 0,5, le delta B est inférieur à 0,02. Mais en utilisant la même technique, mais juste en donnant du poids pour les points expérimentaux, nous constatons que delta B est 5 fois plus par rapport au premier cas. Plus que la valeur delta B est inférieure, plus qu'on se rapproche de la valeur calculée de l'indice de fiabilité. Même discussion pour l'exemple 4, à l'exception que, bien sûr, que les valeurs d'θ diffèrent et delta B diffèrent. Pour ce qui est de la fonction de corrélation, les deux figures suivantes montrent parfaitement, c'est-à-dire, tout d'abord, on a essayé trois types de fonctions de corrélation, à savoir la fonction exponentielle, la fonction linéaire et la fonction de Gauss. Les deux figures suivantes montrent parfaitement que la fonction de Gauss est la plus appropriée pour les problèmes ayant une fonction d'état limite non linéaire. Une fois que les éléments de la mise en œuvre de la méthode proposée seront présentés, donc après avoir validé cette dernière sur des exemples qui existent dans la littérature, je propose d'appliquer cette dernière sur des exemples plus ou moins complexes à comportement non linéaire. Le premier exemple est un oscillateur dynamique non linéaire composé d'une masse M, de deux ressorts, de Rieder C1 et C2. La fonction d'état limite est donnée comme suit, avec R et le déplacement à la plastification du deuxième ressort, Z qui est le déplacement maximum de la structure. Les résultats fiabilistes sont donnés dans le tableau suivant. Les indices de fiabilité donnés par les différentes méthodes sont très similaires. Le nombre d'appels à la fonction d'état limite est nettement inférieur par rapport aux autres méthodes. L'indice de qualité prédictive Q au carré est presque égal à 1, d'où une excellente prédictivité de notre modèle. Néanmoins, nous constatons que cet exemple nécessite un nombre important de points pilotes qui est de l'ordre de 32, d'où des difficultés de mise en place de ces derniers. Les résultats de l'étude de sensibilité sont donnés dans la figure suivante. Nous constatons que la variable numéro 2, 4, 5, 6, c'est-à-dire C1, F1, R1 et T1 ont un impact important sur la modélisation probabiliste. L'exemple 2 est l'étude fiabiliste des dalles à comportement non linéaire. Un quart de la dalle a été utilisé en raison de la symétrie des conditions et limites et du chargement. Le comportement du matériau est caractérisé par une phase linéaire suivie d'une phase non linéaire. La figure suivante permet de suivre l'évolution de la flèche des dalles en fonction de la charge appliquée. La fonction d'état limite utilisée pour les deux types de la dalle est donnée comme suit. L sur 500 qui est la flèche admissible préconisée par le règlement Eurocode 2. Le deuxième terme est la fonction de réponse obtenue par régression quadratique des résultats de simulation de calcul éléments finis en utilisant le logiciel non linear finite element analysis of slabs. Les résultats fiabilistes sont donnés dans le tableau suivant. Les indices de fiabilité donnés par l'approche proposée sont comparés avec la méthode de Monte Carlo et la surface de réponse. Les résultats sont en parfaite adéquation. L'analyse de sensibilité pour les deux types de dalles est donnée
dans la figure suivante, nous constatons que le pourcentage d'armature est le paramètre le plus influent sur le comportement et la fiabilité de dalle, car le déplacement de la dalle augmente au stade de la plastification des aciers, augmente lorsque la quantité des aciers est insuffisante. Les deux figures suivantes permettent d'analyser le comportement des deux types de dalles sous l'effet de la résistance à la compression de béton. Nous constatons l'augmentation de l'indice de fiabilité avec l'augmentation de la variable de conception FC. Néanmoins, nous constatons que les valeurs des indices de fiabilité dans le cas des bétons à haute performance sont nettement supérieures, d'où l'influence de cette caractéristique dans le comportement des dalles. La figure suivante permet de tirer une conclusion importante et que, à partir de ρ est égal à 1,85, les indices de fiabilité sont presque identiques pour les deux types de dalles, d'où l'influence et l'importance de ce paramètre, quel que soit le type et le design de la dalle. Les deux figures suivantes permettent de montrer le comportement de la hauteur utile de la dalle et de la limite d'élasticité de l'acier sur la fiabilité des dalles. Le comportement des deux matériaux, des deux paramètres est semblable. Les indices de fiabilité sont presque identiques. Ces deux résultats sont justifiés par les résultats de l'analyse sensibilité donnée auparavant. En conclusion, le travail de recherche exposé dans cette thèse a tenté d'apporter quelques éléments de solution à des problèmes comme la prise en compte des incertitudes dans la phase de conception et le gain de temps de calcul. La méthode que nous avons proposée consiste à construire une approximation par régression et par grillage à partir d'un nombre réduit de simulations dans un premier temps organisé suivant un plan d'expérience classique et un échantillonnage par hypercube latin dans un deuxième temps. L'approche est novatrice. Elle combine quoi? Elle combine la méthode des plans d'expérience, les méthodes géostatistiques, l'échantillonnage par hypercube latin et l'ajout de points pilotes, afin d'assurer un échantillonnage particulier dans le but de réduire le nombre de simulations, obtention d'une approximation de meilleure qualité que celle obtenue des méthodes classiques, gain du nombre de simulations qui permet d'économiser le temps de calcul et par conséquent le nombre d'appels à la fonction d'état limite. La méthode que nous avons proposée permet de limiter le coût de calcul en assurant la précision des résultats. La qualité prédictive de la réponse est vérifiée par l'indice de qualité prédictive Q au carré. En termes de perspectives, les perspectives que je vais proposer dépend essentiellement et naturellement des besoins et des propriétés de la mécanique probabiliste. Néanmoins, on peut citer quelques axes de recherche, à savoir confirmer la méthode sur une utilisation plus large d'exemples, utilisation du grillage avec voisinage glissant dans l'amélioration de la flexibilité et de l'hypothèse de la stationnarité. Nous proposons une analyse statistique multivariée dans le but de dégager des similarités entre points pilotes et points expérimentaux. Enfin, il pourrait être envisagé un grillage adaptatif en utilisant en parallèle la technique des points pilotes pour l'analyse de la fiabilité des structures. Sur ce, merci pour votre attention.